Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Éconos. Moi, je suis Anthony Glover. Et moi, c'est Christophe Terrien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'argent, nous allons parler de finances, nous allons parler d'impôts, nous allons parler sur comment devenir meilleur avec votre argent. Puis parlant de sujets super intéressants, cette semaine avec nous, on a Cyril Lagarrigue qui est un développeur et un programmeur de jeux vidéo. Il a sa propre boîte de développement de jeux Guard Crush Games et il a travaillé sur plusieurs jeux, certains qui sont très connus comme Assassin's Creed et même avec sa propre boîte, ils ont développé Streets of Rage 4. Donc je pense que ça va être un podcast super intéressant. J'ai très hâte qu'on lui parle. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Bon, mais sans plus tarder, accueillons notre super invité aujourd'hui, Cyril Lagarrigue. Cyril, bonjour. 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 Donc, Cyril, parle-nous un petit peu, on te décrit un peu en introduction de podcast, mais parle-nous un petit peu de ton parcours. Évidemment, on l'entend, t'as un petit accent français, donc j'imagine que ton parcours part de loin quand même. Oui, je suis né à Paris. Si je commence par mes études, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique et j'ai toujours voulu travailler dans les jeux vidéo jusqu'à ce que je me souvienne. Là, j'ai toujours voulu faire ça. Est-ce que tu es un gamer dans l'âme? Tu étais très jeux vidéo quand tu étais jeune? Quand j'ai 37-38 ans, moi, quand j'étais jeune, les jeux vidéo, c'était assez différent de maintenant. Il faut se rendre compte. Et puis les ordinateurs et les jeux vidéo, c'était assez différent de maintenant. Donc, c'était plus une découverte des premiers jeux comme la première Game Boy, la première Nintendo, la Super Nintendo. C'était ça, les jeux de mon enfance. Ouais. Et donc, il y avait un côté un petit peu magique à l'époque des jeux vidéo. C'était quelque chose qui était très, très nouveau. Ouais. Que tout le monde connaissait pas, qui faisait peur à certaines personnes, alors que maintenant, c'est toujours un peu le cas là, mais maintenant c'est vraiment, vraiment très large. Ouais. Et donc faire des jeux vidéo, ça paraissait totalement infaisable en fait. On n'avait aucune idée de comment on faisait des jeux vidéo. Mais pour être très honnête, ça paraît toujours comme ça pour moi. Oui. Donc... c'est clair. Mais c'est clair que ça reste toujours, pour la majorité des gens, de toute façon, ça reste... on ne sait pas trop comment on fait des jeux vidéo. Comment on fait des films, on a un peu une idée. Ouais. Là, tu vas filmer des gens, tu vas... on a tous fait des vidéos maison. Tu vas faire du montage. Oui, chacun fait des vidéos lui-même. Les jeux vidéo, ça s'est démocratisé par rapport à cette époque, les outils pour pouvoir faire des jeux vidéo, mais ça reste que pour une grande partie de la population, on ne sait pas trop comment on fabrique les jeux vidéo. Et donc moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc après mes études d'ingénieur, j'ai fait un stage dans une compagnie de jeux vidéo, une compagnie indé de jeux vidéo pendant 6 mois. Et après, je suis rentré assez vite à Ubisoft, à Montreuil, donc en banlieue de Paris. Et donc là, j'étais au siège de Ubisoft. Donc j'ai vu un petit peu comment se passait la prise de décision sur les projets. Et je faisais aussi de la recherche et développement sur les nouvelles technologies de l'époque, qui était la Wii, entre autres. Il s'est trouvé qu'en travaillant à Paris, j'ai eu beaucoup l'occasion de faire des voyages à Montréal. Okay. Je faisais assez souvent en fait, que tous les 3 mois, à certains moments, je partais 2 semaines à Montréal pour aller essayer d'aider les projets, apporter un œil extérieur, rapporter au siège ce qui se passait, et ainsi de suite. Et donc, au bout d'un moment, à force de venir tout le temps à Montréal, j'ai décidé de m'y installer. Donc, il y a un tout petit peu plus de 10 ans. Je me suis installé à Montréal pour travailler sur un gros jeu qui était Assassin's Creed 3. J'avais déjà travaillé sur Assassin's Creed 2 quand j'étais dans des missions assez longues en venant à Montréal. Donc je me suis installé à Montréal. J'ai travaillé pour l'occasion, parce qu'il faut voir que Ubisoft, c'est une compagnie française, mais le plus gros studio est à Montréal. Ok.
Ah, je savais pas ça, c'est intéressant. Oui, je pense que c'est clairement le plus gros studio. Alors je sais plus je sais plus si c'est 2500 ou 3500 personnes. Enfin, c'est quelque chose d'assez de très gros. Et il y a des studios un peu partout à Ubisoft. Il y a des studios à Paris, il y a des studios à Montpellier, à Annecy pour ce qui est la France, à Bordeaux. Mais il y a aussi des studios en Inde, en Chine, en Italie. Il y avait Vancouver à Toronto. Donc, c'est le studio le plus grand et c'était là où il y avait le plus d'opportunités. Donc, j'avais l'opportunité de faire un gros jeu. Je voulais faire un gros jeu du début à la fin, voir ce que ça donnait, en fait. Et donc, j'ai fait ça. Ensuite... Puis qu'est-ce que tu faisais en termes dans ta position chez Ubisoft? Est-ce que tu faisais partie des décisions pour le jeu ou c'est plus en termes du programme, la programmation du jeu? J'ai toujours eu une position un peu hybride entre le game design et la programmation. Donc j'ai une formation d'ingénieur, donc entre autres en programmation, mais pas que. Mais ce qui m'intéresse, je m'intéresse aussi énormément au game design, donc prendre des décisions sur le jeu. Et ce que j'ai fait au départ à Ubisoft Montreuil, c'était quelque chose entre les deux, c'était du prototypage. En fait, je m'étais spécialisé en prototypage, c'est-à-dire faire une version peut-être avec des boîtes en noir et blanc, avec des effets spéciaux pas finis d'une idée de jeu, pour pouvoir essayer de déterminer, parce qu'en fait, réaliser une idée de jeu du début à la fin, ça coûte très cher et ça met du temps. Si on veut que ça soit beau, c'est ça qui met beaucoup de temps. C'est si on veut que ça soit beau, qu'il y ait les bons sons, qu'il y ait les effets spéciaux, que tout soit parfait, que ça soit performant, que ça soit le polish qu'on appelle en fait dans le jeu vidéo, le raffinage, le polish. Et donc, quand on a une idée de gameplay qui n'est pas sûre d'être de marché, je m'étais spécialisé dans le fait de prototyper, c'est-à-dire pas dans le moteur du jeu, de créer un moteur de jeu. Alors à l'époque, il y avait moins de moteurs de jeu, mais on avait créé un moteur de jeu pour prototyper des jeux, pour avoir des briques qu'on puisse assembler facilement, pour pouvoir tester ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des features. En général, on casse le jeu en features, c'est ça va être une arme, par exemple une idée d'arme qui va marcher d'une certaine façon, ou une idée de comment va marcher la façon dont les ennemis vont te détecter, des choses comme ça. Et même sur Assassin's Creed 2, j'avais fait des phases qu'on appelle exotiques, de jeux exotiques, qui vont pas ressembler au jeu de base. Par exemple, dans Assassin's Creed 2, il y a un moment où c'est un jeu, donc Assassin's Creed, où tu es un ninja, une espèce de ninja, oui, voilà, tu te balades dans la ville, tu montes sur tu assassines des gens, enfin des gardes pour aller subtilement, sans te faire détecter. Ou pas, plus ou moins, là, ça dépend de la façon de jouer. Et donc, il y a un moment où tu es en deltaplane. Donc, ça n'a rien à voir avec le reste du jeu. Donc, c'était un bon candidat pour faire du prototypage. Donc, j'étais spécialisé en prototypage. J'en ai fait, et sur Assassin's Creed 3, j'ai fait du game design et du prototypage. Et ensuite, j'ai bifurqué à Ubisoft en faisant du jeu mobile. Parce que, justement, sur ces questions de prise de décision, je me disais qu'en étant du côté du game design, je pourrais prendre des décisions pour influer le jeu, pour l'influer dans ce que je pensais être mieux pour le jeu. Ce qui était peut-être un peu naïf pour l'époque, sachant que j'étais assez jeune et qu'il y avait des gens plus seniors en fait autour de moi. Mais j'ai pu quand même influencer des décisions du jeu. Donc il y en a certaines où je dis c'était des bonnes décisions, il y en a certaines avec la distance, je me dis là j'ai pris des mauvaises décisions. Donc c'est intéressant. Après, sur un jeu comme Assassin's Creed 3, qui est un jeu qui se fait à une équipe de 400-450 personnes sur 4-5 studios différents, c'est assez compliqué de se rendre compte du jeu. Et c'est beaucoup de... En fait, je trouvais, dans un gros jeu comme ça, ce qui était très intéressant,
j'avais peut-être pas assez la maturité pour essayer de me rendre compte du global et savoir comment m'insérer là-dedans, comment contacter les gens, des différents... parce que ça devient en fait de la communication et ça devient beaucoup de la politique en fait. C'est-à-dire ça devient... si tu as une décision sur le jeu que tu penses importante... Ouais, tout le monde va pousser son idée. Tout le monde va pousser son idée. Ouais. Et chacun essaye de... Il y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui essayent de faire... la plupart des gens essayent de faire ce qu'ils pensent est le mieux pour le jeu. Il y a des gens qui veulent juste faire leur job et qui essayent pas d'influencer forcément les décisions. Alors peut-être qu'il y a déjà des gens qui vont influencer les décisions pour ce qui va être possible à réaliser ou pas. Plus c'est des techniciens, des programmeurs, ils vont dire non, partez pas dans cette direction au niveau du design, ça va être incroyablement compliqué à faire. Je veux pas que mon équipe fasse trop d'overtime, ce qui est très très logique. Et il y a aussi le marketing qui pousse et en général sur un gros jeu comme ça, la compagnie elle veut tester plein de choses en fait. C'est-à-dire il fallait mettre des microtransactions parce que celui-là, je sais pas s'il y avait déjà des microtransactions. Est-ce que vous savez ce que c'est que les microtransactions ? Non, explique-le. Donc ça, c'est une tendance qui est arrivée il y a, je sais pas, il y a combien de temps ? Payer pour des upgrades ? Exact. En fait, c'est ce qu'on appelle les microtransactions. C'est entre le modèle du premium, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vendre le jeu. Donc je vends le jeu et puis c'est bon. Et il y a ce qu'on appelle les extensions. Donc c'est comme vendre une extension au jeu. Mais il y a aussi les microtransactions, c'est plus petit comme transaction. Ça peut être deux catégories. Si j'avais les catégorisées, ça va être les microtransactions esthétiques. Donc c'est acheter un costume pour son personnage. C'est ce que fait beaucoup Fortnite, par exemple, en succès récent. On voit beaucoup ça avec tout ce qui est jeux mobiles. Exactement. Et les jeux mobiles, justement, c'est les jeux mobiles qui ont été précurseurs là-dedans et ça s'est mis dans les autres jeux. Avec une question éthique qui se pose, c'est quand tu vends un jeu 60, 70 $, 80 $, est-ce que ensuite tu vas recharger des choses alors que les gens, ils ont déjà payé ? Sachant que c'est pas forcément un problème sur les microtransactions esthétiques parce que c'est juste du plus. Mais il y a aussi un autre type de microtransactions, c'est les boosters ou l'XP qu'on gagne. Alors je sais pas si tu joues à des jeux mobiles. Tu peux rendre ton personnage niveau 20 avec les meilleures armes ou niveau peu importe. Tu peux sauter des étapes, devenir meilleur, avoir des meilleures armes sans faire la recherche ou sans... Et est-ce que tu as joué sur des jeux mobiles ? Est-ce que tu as déjà payé pour avoir les meilleures armes Non, moi j'ai jamais payé pour les upgrades. Je me tenais au jeu de base, puis je faisais le petit parcours nécessaire. J'ai jamais joué beaucoup, moi non plus. Peut-être pour donner un certain contexte aux gens qui écoutent. Moi, je suis pas très, très gamer. Anthony, peut-être un peu plus que moi. Pas maintenant, pas plus le temps. Mais quand on était jeune, on jouait un peu à des jeux sur PlayStation, Nintendo, un peu à l'ordi, StarCraft, Diablo. Mais même à l'intérieur de ça, moi, je le faisais pour jouer avec mes amis. Mais en dehors de ça, j'étais pas... j'ai jamais été bon. Tout ce qui était multiplayer, j'étais vraiment pourri. Donc moi, j'étais vraiment plus un gars de campagne. Je faisais, admettons, un nouveau Call of Duty, je faisais la campagne. Puis après ça, quelques fois là, en multiplayer, mais j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans dans le multiplayer. Mais non, ça fait que moi, c'est surtout campagne. Fait que d'aller acheter des upgrades comme ça avait pas vraiment de... maintenant, même dans les campagnes solo, on peut acheter des upgrades. Et le problème que ça pose, c'est que ça donne un doute sur le game design. Est-ce que le game design, il est fait... Est-ce que le jeu, les mécaniques de jeu... Est-ce que je peux peut-être expliquer ce que c'est que le game design ? Parce que dans un jeu vidéo, il y a des choses qui sont assez claires. Les graphismes, on sait ce que c'est. Donc ça veut dire si c'est un jeu 3D, de la modélisation 3D. Si c'est un jeu 2D, ça va être du pixel art ou des dessins d'animation traditionnels. Il y a le son, il y a tout ça. Mais il y a aussi ce qui est beaucoup plus spécifique aux jeux vidéo, qui va être le game design, en fait. C'est-à-dire déterminer quelles vont être les mécaniques de jeu et comment les régler. Et avec le game design, on peut inciter, se dire, le joueur se demande toujours, est-ce que le game design, s'il y a des frustrations dans le game design, est-ce que c'est fait pour que le jeu soit plus intéressant ?
où est-ce que c'est fait pour que je dépense dans le jeu. Et il y a toujours ce doute-là dès qu'il y a des microtransactions. Ouais. Et s'il y a des microtransactions pour avoir de l'XP en plus, ça peut être pour faire un bypass, là, pour ceux qui veulent pas du tout grinder, sachant que le grind est censé être... fait partie du jeu. Fait partie du jeu. Et c'est peut-être ça un peu le plaisir, mais est-ce que le grind n'est pas poussé un peu plus loin pour t'inciter, te frustrer, t'inciter à acheter? Prendre un raccourci, puis d'utiliser une option payante là, qui... Exact. Qui pour, en guillemets, sauver du temps. Ouais, exactement. Ce qui est toujours bizarre de sauver du temps alors que c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Le jeu, c'est une perte de temps, là. C'est du divertissement. Ouais. C'est ça. Non, c'est certain. Non, c'est intéressant quand même. J'ai jamais pensé à cet aspect-là là, mais moi, en tant éthique. que personne, si je joue à un jeu, puis pour faire avancer le jeu, il faut que je paye, ça me frustre. Ouais. Mais non, mais souvent dans les jeux, comme Cyril l'expliquait, je pense que c'est que tu as toujours le moyen de pas acheter. Parce que je pense que, comme un peu, il disait, la frustration est là, puis d'essayer. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui va aller... mais je passe pas beaucoup de temps à la base, fait que c'est pas quelque chose qui me frustre tant que ça, parce que c'est comme une perte de temps, là, mais c'est rare que je vais aller acheter justement pour aller passer, mais c'est super intéressant de dire, il doit y avoir une balance, parce que les gens doivent s'en rendre compte à un moment donné, de dire, c'est impossible de passer ce niveau-là sans avoir recours à ce petit ça doit bonus-là. influencer, comme Cyril disait aussi, là, la façon que le design du jeu ou que la conception du jeu se fait, ou même certains features. Je sais pas si les gens à niveau... là, c'est ça, toi, tu as ta propre entreprise, fait que tu prends la majorité des décisions, puis c'est peut-être un peu justement je sais pas si c'est l'interaction chez les plus grosses compagnies, la politique de décision qui t'a un peu poussé à... Par exemple, je pense que sur un gros jeu, même s'il y a un directeur créatif sur le jeu, il va pas avoir le choix de mettre des microtransactions si c'est ce que le siège de la compagnie veut. Ouais. S'ils disent, ou même si... parce que eux, ils ont vu les jeux avec microtransactions, ça fait plus de profit, donc il faut mettre des microtransactions. Après, le côté en termes de moi, donc comment c'était dans la... j'ai vraiment aimé mon expérience sur un gros jeu, parce que c'est très excitant, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de gens, donc on rencontre plein de gens, on travaille avec plein de gens différents, on fait des rencontres sur une équipe. Et il y a ce côté où tout le monde on fait tous ensemble cette espèce de grosse œuvre. Puis c'est une œuvre qui va toucher beaucoup de gens aussi. Qui va toucher beaucoup de gens, donc qui est très attendue, donc il y a un impact. Ouais. Donc ça, c'est très satisfaisant. Après, ça devient politique, et il y a tellement, dans une grosse équipe comme ça, il y a tellement de communication à faire pour faire quelque chose dans le jeu, pour que quelque chose arrive dans le jeu. Ça demande de faire des documents, de valider avec tout le monde, de faire des réunions pour que tout le monde soit d'accord, et de s'assurer que les gens qui vont implémenter les choses, donc les programmeurs, les graphistes, le fassent comme c'était ton intention. Et au final, tu passes 95% de ton temps à faire ce genre de tâches, et 5% du temps à réfléchir au jeu, en fait, à faire du game design, à dire ça va être quoi les mécaniques du jeu, à le régler, à résoudre des choses. Alors que là, par exemple, sur mon dernier jeu Streets of Rage 4, là, si j'avais envie de changer un truc, je changeais quelque chose. C'est-à-dire que j'allais le changer dans le jeu. Puis par rapport à ça, moi, je me demande toujours combien de tests est-ce que au moment où vous lancez le jeu, c'est la première fois que j'imagine que non, mais est-ce que c'est la première fois que le public met les yeux sur le jeu? Est-ce que c'est juste toi qui design le jeu puis qui dit OK, le jeu il est bon, on le publie? Puis c'est la première fois que les gens y jouent, ou est-ce que tu as comme des tests? Ça va dépendre des compagnies, mais bien sûr qu'on teste le jeu. OK. Alors, faut dire que donc Streets of Rage 4, donc le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé,
fait avec ma compagnie Guard Crush. Ouais. Ma compagnie et mon associé Jordi Asensio, mais on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec 2 autres compagnies, Dotemu qui était le publisher et qui a fait une partie du développement, et Lizard Cube qui eux sont spécialisés dans les graphismes, donc dans tout ce qui est dessin, parce que c'est un jeu qui est en animation traditionnelle, donc ça demande une grosse quantité de travail graphique et créatif. Oh, ouais. Et sur les tests, ça va dépendre. Si je commence par quelque chose qui va se passer sur un gros jeu comme Ubisoft, il va y avoir des focus group, vraiment pour déterminer quel est sur les toutes premières versions du jeu, quelles sont les réactions de joueurs type dessus. Ouais. Et il va y avoir un laboratoire de playtest à Ubisoft Montréal, et même dans les plusieurs studios d'Ubisoft qui vont faire des rapports de playtest où où il y a des joueurs qui sont derrière une vitre sans teint et on va regarder leur comportement. Il y a aussi des données qui peuvent être... si la compagnie a les moyens de faire ça, ils peuvent avoir des données sur les jeux précédents. Donc par exemple, quand tu joues, ça envoie des données et puis on sait jusqu'à quel niveau les gens sont arrivés, à quel moment, quand est-ce qu'ils ont été coincés et des choses comme ça. Donc ça, il faut avoir quand même pas mal de moyens pour pouvoir mettre ça en place. Ouais. Parce qu'il faut... stocker les données. Les analyser surtout, en fait. Ouais. Le plus compliqué, c'est les analyser. Puis quel est l'impact de ces tests-là par rapport au game design? Est-ce que, tu sais, c'est, comme tu dis, avec on parle de big data maintenant, est-ce que le jeu est conceptualisé principalement en disant, les gens ont aimé ça, les gens font ça, les gens restent... S'il pousse dans une veine, s'il y a quelque chose qui fonctionne, il développe ce côté-là plus. Oui, ça dépend. Il y a un spectre. Ça va aller d'un côté totalement le indie qui, même si tu es indépendant, tu vas faire tester ton jeu, mais tu vas pas forcément suivre les trends. Ça va pas être basé sur des datas. C'est à l'intuition, c'est plus artisanal, on va dire. Ouais. Et il y a l'extrême inverse qui va être certains jeux mobiles où on va prendre un gameplay existant et on va juste travailler sur les mécaniques de monétisation, justement, de microtransactions, en mettant un thème connu et en faisant, par exemple, du A/B testing, c'est-à-dire qu'on va faire qu'une partie... le jeu, il est live, les gens ils peuvent y jouer. Et il y a 25% des gens qui vont avoir une petite modification sur le jeu par rapport à toi. Tu vas pas t'en rendre compte. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va regarder les données, on va voir si les gens ils dépensent plus avec cette petite modification. Wow. Si les gens ils dépensent plus, on va le généraliser à tout le monde. Et sans que le joueur se rende compte. Sans que le joueur se rende compte. Ça, c'est les jeux mobiles. C'est comme ça qu'ils sont faits, les jeux live mobiles. Une grande partie, pas tous. Mais donc ça, c'est l'extrême inverse du mesurage, on va dire. Okay. Ouais. Qu'au final, ce genre de, comment on pourrait dire, développement ou conception-là, ça suit l'argent. Ça veut maximiser les profits. Optimisation selon où les gens dépensent. Ouais. Puis le développement du jeu se fait développer au final ce qui est le plus payant. Ouais, mais de façon générale, tu dis que le gameplay reste quand même c'est comme je dis, c'est un une expertise que... C'est-à-dire que nous, on n'y pense pas du tout, on travaille pas du tout comme ça, par exemple, sur Streets of Rage 4, et le jeu a très bien marché. Oui, c'est ça. Donc, votre intuition, au final, toi, tu veux faire un jeu qui est amusant, qui est divertissant. Oui. Puis, en fait, parle-nous un peu de ton jeu à succès. C'est ça. Parle-nous un peu de, tu sais, Guard Crush Game, comment est-ce que... Fait que j'imagine que dans la continuation de ton histoire, tu quittes Ubisoft. Oui, à un moment, je quitte Ubisoft. Donc, je travaille sur un gros jeu. Ensuite, je vais faire des petits jeux mobiles. Je vais faire même un serious game, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un jeu qui est fait pour curer, pour soigner l'amblyopie, c'est-à-dire le lazy eye. Ouais. Donc, c'est un jeu où tu as des lunettes rouges et bleues, ou verte, je sais plus, et on voit quelque chose différent d'un œil et de l'autre. Okay. Il faut jouer au jeu et puis ça permet aux deux yeux de se synchroniser
Ok, wow. C'est cool, ça. Ouais. Donc, et ça, c'était pas du tout prévu d'être un jeu là-dessus. On faisait juste un jeu mobile et puis il y a eu une opportunité business. Vous a approché puis qui a demandé. Oui, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il y a eu un producteur à Ubi qui a dû rencontrer les gens dans un salon ou quelque chose et puis qui a eu l'idée de combiner les deux équipes. Donc ça, c'était assez intéressant à faire. Et donc ça, c'est du serious game. Je fais un tout petit peu de ça. Et ensuite, en parallèle, en fait, de mon travail à Ubisoft, j'avais déjà sorti justement Streets of Fury, donc un jeu de combat fait vraiment avec pas de budget. Donc c'était avec la technique des sprites digitalisés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire prendre un acteur ou un ami sur fond vert, lui faire des mouvements de combat, comme dans Mortal Kombat, en fait. Ce qui permettait de faire un jeu sans avoir de graphiste. Et donc on a fait ce jeu-là, on l'a sorti donc en parallèle de notre travail. On a gagné on est arrivé 7e à un concours. Le jeu s'est vendu un petit peu, donc on a fait un peu d'argent, on était contents, mais pas assez pour en vivre. Donc ensuite, on a continué à travailler sur ce jeu-là, faire une version Steam, parce qu'avant, c'était que sur Xbox 360. OK. Et on a sorti la version Steam au moment où j'ai quitté Ubisoft. C'est-à-dire qu'on travaillait sur le jeu, et puis j'ai quitté Ubisoft pour travailler 2-3 mois pour finaliser le jeu et pouvoir le sortir. Ça, c'est une autre question que moi j'avais. En fait, c'est selon les différentes plateformes. Est-ce qu'on travaille sur un jeu dans le but de le mettre sur une plateforme, ou est-ce qu'on développe le jeu, puis ensuite, on peut le mettre sur n'importe quelle plateforme? Ça va dépendre. Il y a des jeux, par exemple les jeux mobiles, c'est des jeux qui sont mobiles. En général, le plus simple, c'est de faire un jeu PC. C'est le plus accessible, vraiment. Et il y a des jeux qui vont être designés pour rester sur PC. Maintenant, si je réfléchis, il y a aussi des jeux qui vont être faits pour une plateforme parce que ça va être un deal. Donc j'ai un deal avec Sony et puis je vais sortir que sur PlayStation et ensuite peut-être 2 ans après sortir sur d'autres plateformes, faire une version PC. Et il y a les first party, donc il y a ceux qui sont les studios qui sont achetés par Sony. Eux, ils vont pas sortir sur les autres plateformes. Par exemple, les Uncharted, Last of Us, fait par Naughty Dog, qui est un studio de Sony. Ouais. Mais sinon, la plupart des studios, si on a le budget pour faire les portages, parce que ça demande quand même pas mal de travail. Quand on a un tout petit indé, c'est assez compliqué de sortir sur Switch, sur Xbox et sur PlayStation en même temps. Surtout que ça a beaucoup plus d'impact quand on sort en même temps. Sur Switch, certains jeux vont pas sortir sur Switch à cause de problèmes de puissance. Okay. C'est-à-dire que la console n'est pas assez puissante. Mais en général, ils vont sortir PC, Xbox, PlayStation. Et c'est à peu près le même marché, même si le PC est encore un peu différent. Certains jeux vont sortir que sur PC, comme des jeux de stratégie, des jeux très très clavier-souris, de gestion et choses comme ça, ou des jeux de simulation. Mais la plupart des jeux, si un jeu commence à être un peu gros, il va sortir sur les 3 plateformes. Okay. Et peut-être parfois sortir en PC, en Early Access, puis sortir sur toutes les plateformes. Maintenant, ça se fait. Mais niveau codage, est-ce que c'est le même code? Est-ce que ça varie beaucoup? Est-ce que c'est similaire, mais... Ça dépend si tu as un moteur multiplateforme. En fait, il y a une grosse partie du code qui va être partagée. Okay. Parce qu'il y a le code et il y a les assets. Les assets, c'est tout ce qui est texture, son, modèle 3D. Ça va être partagé. Alors peut-être que s'il y a certaines plateformes qui sont moins puissantes, il va falloir faire des versions plus légères de certains assets. Mais c'est un travail en fait de prendre le code et de le convertir pour une autre plateforme. Ça peut être plus ou moins de travail. Certaines, les grosses compagnies par exemple comme Ubisoft vont développer toutes les plateformes en même temps. En général, il y en a une qui est principale. Okay. Sur Streets of Rage, par exemple, nous, on a fait la version PC. Et après, il y a d'autres studios qui ont fait les portages, ce qu'on appelle, qui vont faire les ports. Et ça demande aussi... publier sur PC, c'est beaucoup plus simple. Alors que sur console, il faut avoir un accord avec la console. Okay. Ça demande beaucoup plus... Il y a des approvals, il faut approuver le jeu, passer des certifications. Donc c'est beaucoup plus lourd comme processus que sur PC. Sur PC. Et donc pour un petit indé, ça c'est de l'overhead qui va s'accumuler.
beaucoup. Si on n'a pas de publisher, après, souvent, c'est le publisher qui s'en occupe. C'est ça l'intérêt d'un publisher. Donc, j'ai continué sur ma vie. Et donc, j'ai quitté Ubisoft, j'ai sorti ce jeu-là. Donc, ça a un petit succès d'estime quand même. Toujours pas assez pour en vivre. Mais ça a fait un peu d'argent. On avait un public, des gens qui aimaient le jeu. Ça a fait un peu parler. On s'est fait un peu connaître. En même temps, j'ai continué une activité. J'ai fait du freelance. Donc, j'ai appris un peu... justement dans le thème des éconos, j'ai appris un peu, je suis passé de employé à apprendre à faire les taxes différemment, faire des factures. Ouais. Rien que ça t'as tout appris toi-même? J'ai tout appris moi-même et c'était assez épeurant, je dirais. Déjà que faire mes impôts, je les faisais en ligne, là je comprenais pas tous les impôts, j'ai mis du temps à faire mes impôts pour la première fois en arrivant au Québec. Et j'étais vraiment pas doué dans tout ce qui était administratif et ces choses-là. Est-ce que tu fais toujours toutes les tâches administratives en ce moment ou est-ce que tu contractes certaines Je contracte à Terrien CPA. Non, c'est bon à dire par non, mais c'est bon aussi contexte. Parce que j'imagine, tu sais, ça permet d'apprendre puis ensuite de mieux comprendre aussi comment ça fonctionne, puis de réaliser à un certain point, bon, je veux passer mon temps où? Est-ce que je veux passer mon temps à faire mes impôts puis ma comptabilité? Ou je préfère payer quelqu'un puis passer plus de temps pour mes jeux? Oui. J'avais engagé Anthony pour faire la promotion de la firme comptable. C'est exactement ça. Mais même sans penser à ça, c'est toutes ces choses-là, la première fois qu'on le fait, c'est très épeurant et c'est très submergent, moi je trouve personnellement, quand on n'a pas eu de formation là-dedans, de se dire déjà faire une facture, je ne savais pas faire une facture, ensuite comment j'allais déclarer mes impôts, ça me stressait la première année, comment charger la TPS-TVQ, est-ce que je dois charger la TPS-TVQ, se connecter sur les sites du gouvernement, c'est pas forcément évident de comprendre comment ça marche. Puis de s'assurer de ne pas manquer aucune échéance, là, je pense. Oui, voilà, ça fait super peur. Tu te dis, c'est quoi mes obligations? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je risque si je le fais? Alors après, au fur et à mesure de l'expérience, tu te rends compte que y a plein de choses, il n'y a pas tant de risques, ça peut pardonner si tu te trompes. Les gens sont assez... Ce que j'ai bien aimé de faire du business ici, alors je peux pas comparer à la France parce que j'ai pas créé d'entreprise en France, mais je trouvais que tout ce qui était relation avec le gouvernement en général, les institutions gouvernementales étaient plutôt cordiales et dans un esprit de coopération. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, le fait que quand tu crées ta compagnie, il y a quelqu'un qui vient du gouvernement pour t'expliquer un peu les choses. Et on n'a pas l'impression qu'on essaie de te piéger, on a plus l'impression qu'on essaie de t'aider à essayer si tout le monde est de bonne foi, on essaye d'être dans les règles et le gouvernement essaie de t'aider à être dans les règles pour que tout soit assez carré. Et donc j'ai fait du freelance et il y a donc les facturer, faire ses impôts et négocier des contrats. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très stressant, qui est très compliqué. Oui, parce qu'au final, quelqu'un t'a engagé pour dire « Ah, j'ai un projet, j'aimerais que tu me designes un jeu. Combien tu charges? » Oui, j'ai fait des formations et puis j'ai aidé sur un jeu avec mon ancienne équipe. Et justement, là, tu te retrouves avec combien tu charges et tu essayes de charger un maximum et c'est vraiment de la négociation. Tu essayes de charger un maximum par rapport à la personne en face et l'autre essaye de faire baisser le prix. C'est une façon de penser. Moi, j'aime pas du tout faire ça, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent, je sais pas si tu connais des gens qui adorent négocier des contrats, qui aiment faire ça. Mais moi, ça me déplaît pas, tout ce qui est négociation, là, comme... Ça dépend. Moi, je suis peut-être plutôt du côté Cyril aussi, à un prix fair dès le départ. C'est exemple, une maison, tu achètes une maison, un prix demandé, tu sais que il y a une offre qui va peut-être être plus basse. Là, ça fait 4-5 allers-retours des fois. Alors que... je sais comme moi, ma conjointe, c'est quand c'est une question comme ça, de négocier le prix ou d'appeler, puis de faire des appels, puis d'essayer d'aller négocier un bon prix, c'est quelque chose qui est vraiment pas intéressé à faire. C'est toujours moi. Puis moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Mais je sais que certaines personnes, justement, c'est comme non, juste donne-moi le prix, puis
on en finit tout de suite, là. Mais non, c'est... c'est que surtout, il y a quelque chose d'émotionnel et surtout quand tu te vends toi-même. Service, c'est qu'est-ce que je vaux moi? Est-ce que je vaux plus que ça? Est-ce que j'aurais pu avoir plus? Surtout quand on est indépendant où il y a un stress sur l'argent. Pour le même travail, j'aurais pu avoir plus. J'aurais fait la même chose. Et en fait, il faut apprendre au fur et à mesure dans le business, il faut apprendre peut-être à lâcher ça, à pas essayer de tout le temps tout optimiser. Et peut-être à justifier le prix, en fait. Ça, j'ai appris aussi relativement récemment. Il faut être capable de justifier ton prix par rapport à tes coûts, par rapport à un marché, par rapport à un référentiel. Et ça, c'est vraiment tout un travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que c'est l'aspect de gérer ton entreprise que tu trouves le plus challengeant? C'est un des aspects les plus challengeants. C'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus. Ouais, c'est surtout ça. C'est un peu, on doit le faire. En fait, le fait de le faire me permet ensuite, quand je fais le travail, d'avoir beaucoup plus de liberté et puis d'avoir un contrôle sur la façon de travailler, sur avec qui je vais travailler. Donc, c'est un peu... faut faire ça en échange de... C'est un peu une balance, c'est un échange, en fait. Et moi, je dirais, il y a un peu une gradation entre être employé, être indépendant et avoir sa propre compagnie. C'est grand pouvoir, grande responsabilité, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses un peu stressantes, un peu... à gérer. À gérer, des choses... pas forcément agréables à gérer, mais qui vont permettre d'avoir un meilleur contrôle, qui vont permettre d'avoir un meilleur contrôle sur ce que tu vas faire de ton temps, de ton travail, en fait. Et donc ça, c'était une expérience. Donc, en même temps, donc, j'ai fait du travail indépendant. J'ai aussi créé une autre compagnie avec ma compagne. On a commencé à développer un jeu. Mais en sortant d'Ubisoft, en fait, ce que je me rends compte maintenant, c'est que j'y connaissais rien, en fait. J'étais beaucoup trop ambitieux dans certains plans. J'avais une ambition folle sur certaines choses, alors que j'avais pas le bon caractère pour faire ces choses-là. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs types, à mon avis. Là, ce que j'ai vu, là, c'est... en discutant avec d'autres entrepreneurs, il y a vraiment plusieurs types de profils de gens qui entreprennent. Il y a des gens qui sont très très business. Eux, ils vont faire du relationnel tout le temps. Et moi, je suis pas comme ça. Quand je vois des gens comme ça, je dis c'est très très bien. Ils font du relationnel, ils veulent monter quelque chose, monter un espèce d'empire. Moi, j'avais ce fantasme-là de monter un empire, mais j'avais pas du tout le caractère qu'il fallait. Je comprends. Tu voulais faire parler par ton jeu. Moi, je voulais faire des jeux, des jeux intéressants. T'es un artisan, dans le fond. Je suis un artisan, exactement. Moi, monter ma compagnie, c'est juste un moyen de faire les jeux que j'ai envie de faire. Je veux faire des bons jeux, je veux que quand je montre le jeu aux gens, ils aient du fun, je veux qu'ils s'en souviennent, que ça marque un peu les gens, et que je sois fier de ce que j'ai fait, et que j'ai fait passer un bon moment aux gens, en fait, parce que c'est juste ça, faire les jeux, c'est faire passer un bon moment. Par exemple, les gens, ils sont fatigués, ils travaillent toute la journée, ils sont contents de rentrer chez eux et de jouer à un jeu vidéo, et puis ils passent peut-être un moment en jouant en multijoueur avec leur fils. Ça me fait penser, c'est une question qu'on avait, qu'on trouvait intéressant de savoir. Tu sais, quand que pour les gens... disons, la majorité des gens, quand tu finis de travailler, tu veux te décontracter, tu vas jouer aux jeux vidéo. Est-ce que toi, quand tu arrives à la maison, pour te décontracter, tu vas jouer à un jeu vidéo? Tes jeux? Ou quand que tu finis, tu dis, écoute, un break, on va lire un livre ou on va... c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une question que tout le monde a sur le côté aussi. Je suis toute la journée devant un ordinateur. Je travaille sur des jeux vidéo, mais après, ça pourrait être je travaille sur... si tu fais de la comptabilité sur Excel, et après, tu rentres chez toi, est-ce que tu as envie de t'installer devant un ordinateur pour peut-être jouer à un jeu de gestion qui va ressembler un petit peu à ça. C'est un peu plus difficile. Mais ma consommation des jeux vidéo, il y a forcément un biais. Un biais professionnel, c'est que je vais souvent analyser le jeu. Souvent, je lance un jeu, je vais aller dans les menus pour voir comment ils sont faits. Par exemple, j'ai des biais comme ça qui... je vais regarder, je vais un peu analyser le jeu. Je vais en y jouant. Après, ce qui se passe, mais ça, c'est peut-être
en vieillissant plus qu'en travaillant dans le jeu vidéo, j'ai des goûts très très spécifiques en jeu vidéo. Okay, ouais. Je vais vraiment pas essayer de jouer à tout le spectre des jeux vidéo. Ça prend un temps fou. Ouais. Et en plus, j'en ai même pas forcément besoin professionnellement. Je vais me renseigner sur qu'est-ce qui se fait. Je sais quels sont les gros jeux qui marchent, quelles sont les tendances. Mais je vais pas non plus me forcer à jouer à tous les jeux vidéo. Je vais jouer à des jeux qui me plaisent. Il y a de moins en moins de jeux qui me plaisent vraiment, mais quand un jeu me plaît, là, je suis très très heureux. Okay. Ouais. Mais c'est pas ma... comment dire, c'est pas ça devient plus forcément mon divertissement principal. Je vais préférer les films. J'essaie de lire, j'essaie de prendre du temps pour lire. Je lis pas forcément assez, mais j'aime bien lire. Ça, je pense que t'es pas le seul. Ouais, lire ou faire du sport. Il fait chaud en ce moment. Pour courir, c'est pas évident, mais j'aime bien faire un peu de sport et donc essayer de me s'aérer de tout ça. Mais oui, et puis c'est vraiment des goûts qui évoluent. Et puis quand il y a un jeu que j'aime bien, je l'aime vraiment bien. Et puis pour moi, il y a vraiment deux types de jeux. Il y a les jeux solo que tu vas suivre comme un peu une expérience. Ensuite, les jeux multijoueurs, ça fait plus un petit divertissement qui va être un peu comme regarder le hockey, quoi. Ouais. Je vais faire une petite partie de Virtua Fighter, un jeu de combat. Ouais, un peu de social, un peu de social, même si c'est en ligne, là, si ça va être en social, ça va être avec quelqu'un, ça va peut-être plus qu'être comme un board game au niveau du job que fait le jeu. Ouais. Mais si c'est un jeu où tu t'assois devant, où c'est vraiment une expérience, je deviens un peu plus exigeant, mais après quand je l'aime beaucoup, quand t'aimes, tu aimes. Quand j'aime et je suis très content du jeu. Puis c'est intéressant, ça. Tu dis, en vieillissant, tes goûts ont un peu changé, mais avec dans le fond, parce que on est probablement dans les premières générations qui ont expérimenté avec les jeux vidéo. Quand je parle de génération de mes parents, les jeux vidéo, c'était plus... on parlait de jeux d'arcade plus que d'autres choses. Est-ce que les goûts, est-ce que le genre de jeu a changé? Il y a encore des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, fait que j'imagine qu'il doit y avoir des jeux où est-ce que ça évolue un peu plus avec la technologie, mais le genre de jeu est resté semblablement le même, où les gens... Tu sais, comme... Parce qu'on a des générations de gamers qui jouent depuis 30 ans maintenant, ce qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Les jeux ont clairement changé. Bon, la technologie a évolué. Il y a eu des gros changements dans les jeux. Par exemple, le début de la 3D ou le online ou le mobile, par exemple. On peut dire que ça fait des jeux qu'on n'aurait pas pu faire avant, comme Pokémon Go. Ça n'existe pas s'il n'y a pas le téléphone. Ou alors... tout ce qui est, je sais pas, tu disais que tu jouais à StarCraft. Est-ce que tu jouais tout seul ou j'ai joué tout seul contre l'ordinateur, puis en LAN. En LAN, voilà. En LAN, là, pour des gens qui ne savent peut-être pas, là, c'est... sur un réseau à la maison. À la maison, contre son frère ou son cousin. C'est vraiment le fun de faire ça. Moi, j'ai des souvenirs de LAN sur StarCraft. Il y a un côté vraiment... En plus, c'est tout le fait de mettre le matériel, ça demandait une logistique. Il fallait mettre deux PC l'un à côté de l'autre et tout, donc c'était un peu l'événement. Et puis là, tu fais des armées qui se battent. On a joué aussi à Heroes of Might and Magic, puis on se passait l'ordinateur, puis on jouait chacun notre tour. Fallait que tu passes l'ordinateur ou chacun notre tour dans le... Mais il y avait aussi la logistique, je me souviens de... Faut pas que l'autre voit ton écran non plus. Donc, mais tu sais, des fois, dans le temps, il y avait pas, la technologie Wi-Fi n'était pas aussi bonne qu'elle est maintenant. Donc, tu sais, tu avais des fils qui passaient à travers la maison pour essayer d'avoir le truc où tu vois pas l'écran et t'entends pas. C'est comme les jeux split screen à l'époque où l'écran était divisé en deux, tu pouvais regarder chez regarder l'autre, voir ce qu'il faisait. Tu regardes dans mon écran, arrête de regarder dans mon écran. GoldenEye ou peu importe. GoldenEye, exactement. Évidemment, ça change beaucoup avec la technologie, mais tu sais, je me demande si... on a un public qui est plus mature, plus raffiné. Est-ce que ça change quelque chose dans le game design des jeux? Je pense que comment dire? Surtout dans le jeu indie, la quantité de thèmes abordés est beaucoup plus large. Je pense qu'il y a maintenant avec les jeux indépendants, il y a vraiment beaucoup de types de jeux, un peu plus expérimentaux qui vont essayer de parler de différents thèmes. Par exemple Gone Home, qui est un jeu où tu arrives dans une maison et puis
tu sais pas ce qui s'est passé dans cette maison-là. Okay. Et en regardant les objets dans la maison, tu vas te rendre compte qu'il y a un drame qui s'est passé dans cette maison-là. Des choses comme ça. Donc il y a des jeux plus narratifs qui sont faits. Après, moi je suis assez classique dans ma conception du jeu vidéo. J'aime bien les jeux classiques et il y a des jeux qui sont vieux que je trouve encore meilleurs que des jeux de maintenant. Moi ce que j'essaye, l'ambition que j'ai dans les jeux que je fais, c'est de recréer un peu ça. Et donc, mais par contre, les jeux évoluent. Il y a toujours des nouvelles façons de jouer. Et je pense que, en ayant 37, 38 ans, je pense que les jeux des gens auxquels jouent les gens, les jeunes qui ont 16 ans maintenant, ils ont appris le jeu vidéo. Ils ont eu une expérience de jeu vidéo très très différente de moi, où les jeux étaient très rares. T'avais un nouveau jeu, c'était la cartouche, fallait le trouver, ainsi de suite, fallait l'acheter. Là, pas mal de jeunes jouent à des jeux, à Minecraft, Roblox, des jeux où tu peux qui sont un peu des espèces de lieux sociaux, tu peux créer des jeux dans le jeu, des jeux qui sont plus des espèces de mondes virtuels, de lieux de rencontres, de lieux de créativité. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est relativement nouvelle. Parlant de ce sujet-là, la réalité virtuelle un peu, là, est-ce que penses-tu que ça va être quelque chose qui va se développer de plus en plus? Là, à chaque année, il me semble que le hardware, les casques, les lunettes, tout ce monde-là évolue beaucoup. Est-ce qu'au final, les jeux vidéo vont devenir la réalité virtuelle augmentée ou on entre dans un univers, on se met un casque puis on devient un personnage, un super-héros? C'est juste une flambée de poudre? Moi, je suis pas très... j'ai jamais été jamais trop cru en un avenir incroyable pour la réalité virtuelle. Parce que, pour une raison, c'est que... une raison de stigma social. C'est-à-dire que... deux raisons. Le stigma social, c'est-à-dire que si tu passes toute ta journée, déjà que c'est pas forcément bien vu de beaucoup jouer aux jeux vidéo, si tu passes toute ta journée avec un casque enfermé vraiment dans le jeu, est-ce qu'on va pas mal te juger et est-ce que ça va pas trop te couper du monde? Aussi pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que ça vraiment, comme je dis, ça coupe du monde. Donc si t'es chez toi, déjà c'est très compliqué d'avoir un bon setup des réalités virtuelles chez soi. Ça demande beaucoup d'investissement, ça coûte cher, ça demande de la place. Ça c'est pas forcément évident partout dans le monde. En Amérique du Nord peut-être encore un peu plus évident, mais dans le reste du monde, au Japon, on imagine que l'espace est réduit dans les appartements. Il n'y a pas de quoi se faire une pièce de réalité virtuelle. Je pense que ça va pas remplacer, ça va être quelque chose à côté qui va être des expériences très intéressantes qui vont être plutôt des choses dans des parcs d'attractions, dans des endroits où tu vas pour les arcades. Après, il va y avoir des enthousiastes, il y a des gens qui adorent la réalité virtuelle. Il y a un public de gens parce que c'est des expériences jamais vues auparavant en fait. Donc c'est une nouveauté assez forte. Le problème, c'est que le marché reste toujours assez niche pour qu'il n'y ait pas assez... Il y a assez peu de gros jeux réalité virtuelle. Ça coûte très cher de faire un jeu vidéo 3D. Je fais la différence. À faire un jeu vidéo en 3D, ça coûte très cher parce que la fidélité, les graphismes augmentent toujours. Et en réalité virtuelle, ça coûte encore plus cher parce que c'est compliqué de tester. Quand tu es un programmeur, s'il suffit de prendre la manette pour tester quelque chose, là, il faut mettre le casque. Peut-être que ça te rend malade. Moi, ça me rend malade, la réalité virtuelle. Mais ça a tendance à me rendre malade. Peut-être que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que les graphismes ils soient beaucoup plus détaillés parce que tu vas pouvoir t'approcher un peu de tout. Donc, je peux penser à ça. Si tu imagines le prochain Spielberg en réalité virtuelle, disons, là, c'est un film un jeu vraiment prenant en réalité virtuelle. Le plus proche, ça serait le Half-Life qui a été fait en réalité virtuelle, qui est incroyable.
mais il faut beaucoup d'argent pour y jouer, donc c'est restreint comme public. C'est restreint comme public, mais ça va se développer sûrement. Mais ça reste autre chose parce que c'est restreint comme public. Et c'est pas pour tout le monde parce que ça rend malade une partie des gens, et quelque chose qui rend malade une partie des gens, c'est un peu embêtant. Si c'est pas à travers des nouvelles technologies, des nouvelles façons de jouer au jeu comme la réalité virtuelle, selon toi, quel est l'avenir des jeux vidéo? Parce que pour ma part, en grandissant, c'était toujours des meilleurs graphiques, mais à un moment donné, les graphiques... Ils sont très très beaux, les graphiques. À un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux améliorer les graphiques, mais c'est quoi les nouvelles technologies? Sur quoi est-ce que vous travaillez pour... Alors, ce qui est un peu... Moi, je travaille pas comme ça en essayant de regarder les tendances. Ouais. Mais je sais que les grosses compagnies font ça, mais parce que c'est leur but là, d'aller vers la réalité virtuelle. Ils vont même mettre des blockchains dans les jeux vidéo pour avoir des items avec de la valeur. Toutes les choses, pousser la technologie pour arriver à conquérir des nouveaux marchés. On peut voir ça d'une certaine façon, mais après, un jeu vidéo, c'est une œuvre artistique, c'est une création. Le cinéma, on n'a pas besoin d'écrans de plus en plus grands. Les livres, on n'a pas besoin de livres de plus en plus gros avec des nouvelles lettres. Et on peut faire des nouveaux livres intéressants et des nouveaux films intéressants pour moi. Ce que tu dis, c'est que ça va surtout se jouer dans le gameplay. C'est des jeux différents au final. C'est de faire des jeux originaux qui excitent l'imagination. Je pense qu'il y a une infinité de possibilités et on sera toujours surpris par justement Streets of Rage 4. Le consensus dans l'industrie, c'était que c'était pas possible de faire un jeu. C'est un jeu qui est très old school. Dans le type de gameplay, c'est un beat'em all comme un Double Dragon ou un Final Fight. Ouais, c'est ça. J'allais dire, parle un peu de ton projet là. Streets of Rage 4, justement, c'est 4 parce qu'il y en a eu 3 avant, mais le 3 il est sorti il y a 25 ans. C'était une série de jeux sur la Genesis, Mega Drive en Europe. De Sega, exactement. Comment ça fonctionne ça? C'est toi qui vas voir la compagnie, tu dis hey, j'aimerais reprendre le jeu, ou il faut payer des droits, ou il faut l'acheter ou... C'est le publisher et Lizard Cube, l'autre compagnie qui a développé le jeu, qui sont allés voir Sega pour demander de licencier pour un jeu cette licence-là, et en échange d'une partie des recettes du jeu. En fait, ça a été ça, ils ont accepté ça. Et donc c'était d'aller chercher cette licence là, et c'est une licence old school. Ce qu'on appelle old school, c'est-à-dire que c'était un jeu, un type de jeu qui se faisait plus, donc un jeu de profil, ou très peu en fait. Donc un jeu vu de profil, donc on avance dans les rues. Ouais, c'est un fighter, puis là il peut marcher vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, il peut aller en profondeur. Tu t'avances dans les rues, il y a des bad guys qui t'assaillent, et puis il faut survivre et tuer et taper tous les méchants et avancer. Du bon button smashing. Voilà, du button mashing. Mais en fait, c'est... Nous, avec Jordi sur World Crush, on avait fait un jeu de ce style-là. On avait travaillé pendant 10 ans dessus à le raffiner, des choses comme ça. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait plus que ça. Justement, c'était plus que du button mashing, et c'était vraiment un jeu intéressant. C'est un style de jeu intéressant. Et que en fait, pourquoi on n'avait pas... les gens pensaient que c'était un jeu qui ne pouvait pas marcher, mais nous, on pensait vraiment qu'avec la bonne licence et avec le bon gameplay, en rendant le jeu par ses mécaniques intéressantes, et en le rendant super beau aussi grâce au travail des autres studios, des autres membres de l'équipe. De remettre au goût du jour. Et puis les gens étaient très attachés au personnage, étaient très attachés à la licence. C'est une licence qui était très importante, par exemple pour les Noirs américains, parce que c'était parmi les premiers personnages jouables noirs dans un jeu vidéo. C'est très street, machin. Donc il y avait vraiment un affect surtout aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis, mais aussi au Brésil, vraiment à l'international, sur Streets of Rage ou Bare Knuckle au Japon, c'est pas le même titre. Et donc dans l'industrie, les gens pensaient non, tu peux pas faire un pur beat'em all, faut rajouter du RPG, faut rajouter d'autres phases de gameplay. Et nous, on a fait un pur beat'em all, un pur brawler,
et ça a marché. Donc parfois c'est juste aimer quelque chose et le faire bien. Et il y a une infinité de genres de jeux, de concepts de jeux qui n'ont pas été faits sans que ça soit besoin de s'acquérir du VR ou autre chose. Par exemple, récemment, il y a un mode de jeu, le Battle Royale. Il y a des gens qui ont inventé avec PUBG un mode de jeu qui était d'être à beaucoup. Alors c'est une innovation technologique parce qu'il faut être à beaucoup. Il faut avoir des bonnes connexions Internet. Mais c'est un style de jeu qui a révolutionné et qui a fait des Apex Legends, Fortnite, Fall Guys, et beaucoup de variations sur ce concept de jeu-là qui est le Battle Royale. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de nouveaux types de manettes, nouveaux types de réalité virtuelle mais peut-être que ça arrivera aussi. Mais en même temps, il y aura toujours des innovations qui vont arriver comme Pokémon Go. Mais moi, j'essaye vraiment de faire des jeux comme les classiques. Et pour moi, il y a des jeux classiques qui n'ont pas été encore égalés. Et parce que il y avait un savoir-faire sur des jeux Super Nintendo qui peuvent se jouer toujours aussi bien. Et il y a plein de styles de jeux qui pourraient, avec parce que dans Streets of Rage 4, il y a quand même des choses modernes en termes de game design. Avec tout ce qu'on sait de game design là, on peut toujours réinterpréter des genres de jeux existants, et en général c'est en modifiant un peu un genre de jeu existant qu'on va trouver un nouveau genre de jeu en fait. Et mais une certaine beauté dans la simplicité ou parfois ça peut être de faire quelque chose de très très simple. Parfois c'est en enlevant des choses qu'on va réussir à faire un nouveau type de jeu parce que on a épuré les choses. Puis aussi, je pense, c'est d'améliorer aussi tout ce qui est... puis je pense que c'est ta spécialité, mais tout ce qui est l'engin derrière le jeu, à travers le codage, les innovations. Puis c'est là qu'on va aller améliorer le jeu, que peut-être il y avait une technologie qui n'existait pas au moment que le jeu est sorti, il y a 25 ans. Oui, exact. C'est-à-dire que faire un jeu du style d'il y a 25 ans avec la technologie de maintenant, ça nous permet de nous créer des outils en termes d'innovation. Par exemple, nous, on a fait notre propre engin. Donc, on n'a pas pris un engin existant. On a pris des librairies open source. On les a assemblées pour faire notre propre engin avec sa propre interface, ses propres outils. Ce qui nous permet d'être plus efficace pour ce style de jeu-là. Parce qu'on a créé des workflows, ce qu'on appelle en fait tout le processus pour intégrer les nouvelles choses dans le jeu qui sont spécifiques au jeu. Et ça, c'est utiliser la puissance des ordinateurs de maintenant pour faire mieux et faire plus efficacement en fait. Donc faire avec une équipe plus petite. Donc peut-être avec une équipe plus petite, ça fait un jeu plus cohérent si l'équipe est plus petite, parce qu'on peut penser le rythme de façon un peu plus cohérente et puis faire des améliorations beaucoup plus rapidement. Par exemple, c'est le polish. Comme on disait, là, si tu arrives à faire une technologie qui permet de modifier plus facilement le jeu, plus rapidement, tu peux faire beaucoup plus de petites améliorations qui fait que l'expérience, au final, elle est plus waouh, elle est vraiment polishée, elle est vraiment... c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un peu un stress de polisher un jeu avant la relâche, ou est-ce que tu te dis toujours... Bon, j'ai une date là, que je dois remettre le jeu, une date de je sais pas comment on appelle ça, là, release date probablement, mais après il y a des patchs, il y a des fixes, il y a des différentes versions qui peuvent venir par après pour arranger les problèmes. Tu veux dire comme à quel point tu arrêtes de le polish parce que tu pourrais l'améliorer sans... Oui, c'est vrai que ça, c'est un truc, vu qu'on peut maintenant, à l'époque de la Super Nintendo, de la Nintendo, c'était la cartouche. Et that's it. Et d'une certaine façon, ça a un certain charme. C'est le jeu, c'est ça, that's it. Maintenant, les jeux, on peut les modifier un peu à l'infini. Et puis au bout d'un moment, on dit on arrête de le modifier. Et puis c'est ça le jeu final. Mais il n'empêche que le moment où tu le lances, c'est important, parce que c'est ça que la presse va tester. Ils vont pas tester le jeu 4 mois après la sortie. Ils vont tester le jeu à la sortie, si tu veux, qui est... un peu d'inertie, de momentum sur la réputation du jeu. Il faut qu'il soit d'une bonne qualité au départ. Donc ça restera toujours le moment où on va sortir le jeu. Mais même, en fait, il y a même, quand on parlait de tester le jeu, sur Streets of Rage 4, on a beaucoup montré le jeu à la PAX, c'est-à-dire ou à la Gamescom, à des salons de jeux vidéo.
donc qu'il y avait avant la pandémie, mais qui vont sûrement revenir. Ouais. Et donc ça, c'est on montre le jeu, on fait une version et on montre le jeu au public et on regarde leurs réactions. Et ça, ça fait qu'on se pousse pour résoudre plein de problèmes, pour montrer peut-être un niveau du jeu au public. Et puis là, on voit le public jouer, on apprend plein de choses, on va faire des modifications. Ouais. Donc c'est ça. Il y a toujours quand même le stress de OK, maintenant on finit le jeu. Mais il y a vraiment plusieurs étapes. C'est avoir la première fois un perso qui bouge et que ça commence à devenir fun. Avoir un premier niveau complet. Avoir le moment où je peux faire le jeu du début à la fin. Il manque encore plein de trucs à régler, mais je peux faire le jeu du début à la fin et c'est relativement fun du début à la fin. Il y a ces moments-là et une des difficultés du métier de faire des jeux vidéo, c'est que avant de le voir, ce moment-là, ça fait un peu peur parce que le jeu, peut-être qu'il ressemble à rien, peut-être qu'il n'y a pas encore plein des problèmes et tu vois pas encore le jeu final. Jusqu'à ce moment-là où t'es OK, là je vois le jeu, il faut résoudre ça, et puis t'as une liste et puis t'arrives jamais à tout résoudre, mais il faut résoudre ça. Puis comment est-ce que tu composes avec le fait de, justement, il y a tellement de développement au préalable avant même de faire $1 de vente, comment je comprends que quand que tu fais affaire avec un gros studio comme Ubisoft, c'est pas, ils ont vu neiger, ils ont les poches solides, mais pour un studio indépendant comme le tien, comment est-ce que j'imagine que c'est beaucoup de ton temps, c'est beaucoup de... C'est ça le plus difficile sur un jeu vidéo, c'est que ça met beaucoup de temps à faire, c'est chronophage. Ouais. C'est-à-dire que c'est du temps et une liste de tâches qui s'augmente incroyablement et pas de temps pour tout faire et je sais plus où je m'en allais mais monétairement c'est que moi quand j'ai quitté Ubisoft j'avais fait des économies. OK. Et je me disais voilà j'ai assez d'économies pour vivre 2 ans sans trop dépenser. Ouais. Voilà, c'était. Mais ça tient coup pour toi, de toi-même. Mais je sais qu'il y a des crédits d'impôt que vous pouvez aller chercher. Combien est-ce que ça joue dans votre... de dire, écoute, il faudrait qu'on aille chercher de l'innovation pour aller créer un jeu qui va pouvoir être financé à ce niveau-là versus... ça aide. Après, mais ça, c'est quand je suis parti d'Ubisoft. Moi, j'y connaissais rien. J'étais un peu, je vais développer le jeu et puis j'ai pas d'argent. Ouais. Et c'était pas forcément une bonne idée. En général, il faut quand même essayer de formaliser les choses, de créer une compagnie incorporée, d'essayer de te payer un salaire... limite d'investir dans ta compagnie puis de te payer un salaire, c'est mieux parce qu'après tu peux dire regardez j'ai investi, si tu cherches un publisher, si tu cherches des investissements, tu peux dire regardez j'ai investi de l'argent, alors que investir ton temps, il y a moins de preuves tangibles. Mais ça faut le savoir quoi. Donc quand je le savais pas quand j'ai démarré. Mais oui, les crédits d'impôt, comment ça marche au Québec, c'est que c'est un peu il faut d'abord payer un salaire pour récupérer des crédits d'impôt. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé sur Guard Crush parce que ça a permis... c'est quelque chose... En fait, ce que fait le Québec avec les crédits d'impôt multimédia, donc qui marche pour le jeu vidéo, mais qui marche aussi pour le cinéma, pour plein de choses, c'est un peu du dumping fiscal. Ouais. C'est baisser le coût du travail. C'est-à-dire que avoir un employé... il y a un pourcentage du salaire qui va être déduit des impôts, donc cet employé il coûte moins cher que ce qui me coûte en vrai. Genre, je sais pas si je suis clair là-dessus. Ouais, ça vient subventionner une partie de... Ça subventionne une partie, donc travail. Ça baisse le coût du travail. Puis est-ce que c'est une raison pourquoi? Tu disais que Ubisoft, son plus gros studio est à Montréal. Est-ce que c'est... Oui. J'imagine que c'est une des raisons qui... Oui. C'est une des raisons, c'est une des grosses raisons, et c'est une raison pour laquelle il y a beaucoup de studios qui sont ici. C'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui viennent de l'étranger travailler au Québec. C'est d'attirer des talents, dans le fond. Le gouvernement fait ça pour attirer des... Exact, pour attirer des talents. Et puis aussi, pourquoi le gouvernement fait ça? C'est une politique je crois qu'elle a été créée par Gérard Landry à l'époque. Je sais plus l'historique exactement. Ouais, je pourrais pas dire non plus. En tout cas, c'est quand même assez vertueux, c'est assez intelligent comme politique, parce que le travail qu'il va y avoir dans le jeu vidéo, qu'il va y avoir dans le cinéma, dans ces secteurs-là,
ça fait du sens de le subventionner parce que peut-être que si tu le subventionnes pas, il sera pas là, ce travail-là. Ces emplois-là, ils vont être créés parce que c'est quelque chose. Le jeu vidéo, tu peux le développer n'importe où sur la planète et le vendre sur toute la planète. Ouais. Donc, ça fait sens de faire une concurrence fiscale là-dessus pour faire que le coût du travail du jeu vidéo soit moins cher au Québec, parce que ça va attirer les gens pour créer des entreprises. Et puis le coût du travail moins cher, ça veut dire ça va permettre d'investir plus, en fait, parce que ces crédits d'impôt qui reviennent, ils reviennent dans la compagnie. Ça permet d'investir dans d'autres jeux. Ça permet de payer mieux les employés, vu que ça te coûte moins cher en tant qu'entrepreneur de payer mieux tes employés, parce qu'il y a une partie de l'argent qui va revenir en crédit d'impôt. Et ça va créer... Et puis, c'est pas que les crédits d'impôt tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des universités. Au Québec, il y a les universités, donc qui a fait qu'il y a des compagnies. Il y a des universités qui vont travailler avec les compagnies. Il va y avoir des étudiants étrangers, des étudiants étrangers qui vont venir. Il y a un savoir-faire qui va se créer, une industrie qui va se créer. Et ça vaut le coup de cibler, par exemple, le jeu vidéo avec des crédits d'impôt pour ça. Parce que si tu donnes des crédits d'impôt à Métro, l'épicerie, elle va exister de toute façon, ça change rien. Alors que, et puis le gouvernement s'y retrouve parce que après ils vont taxer les restaurants. Ça fait des gens qui sont là, qui travaillent, qui vont au restaurant le midi, qui achètent de l'immobilier, et donc le gouvernement récupère des impôts sur le reste. Donc c'est assez vertueux de cibler un secteur comme ça. Dans le sens que c'est la partie d'impôts que le gouvernement collecterait sur ces salaires-là. Le gouvernement un peu dit, écoute, on fera pas de profit là-dessus, mais si on le met pas, on n'aurait pas ce revenu d'impôt-là de toute façon. Exact. Donc, c'est tout autour. Mais tu parlais justement des universités. Je suis curieux de savoir ton opinion, à savoir, toi maintenant qui es dans le domaine des jeux vidéo, est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut se lancer en jeux vidéo d'aller à l'université? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est peut-être un peu... Tu sais, la technologie avance tellement rapidement. Est-ce que ces institutions-là peuvent garder le pas? Cours de programmage qui sont disponibles en ligne maintenant. C'est une question que... Écoute, je sais pas si... C'est une bonne question. Je pense qu'une formation, c'est toujours bien, là. Et apprendre tout seul, ça a un peu ses limites. À mon avis, les gens qui vont faire sans aller à l'université, ça va rester des exceptions. Après, ça va vraiment être que mon avis, parce que j'en sais rien. Je suis vraiment pas expert dans les programmes parce que maintenant, il y a des programmes spécialisés en jeux vidéo. À mon avis, ça va te donner quand même un cadre. Tu vas te créer un portfolio. Après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent, parce que je crois que c'est des programmes qui coûtent quand même assez cher par rapport à essayer d'apprendre toi-même, et tu vas te faire des relations et tout. Ça peut être bien d'avoir une formation un peu différente des jeux vidéo aussi, plus généraliste. Moi, j'avais une formation d'ingénieur généraliste. On m'a appris des statistiques, un peu de microéconomie, même si je m'en souviens plus trop, mais des choses un peu plus de l'électronique, de la physique et des choses comme ça. C'est bien aussi d'avoir pas mal de connaissances un peu larges, je pense, pour s'ouvrir l'esprit et tout ça. Donc, j'ai pas de réponse vraiment. Je m'attendais pas à ce que t'en avais. J'étais juste curieux. Je pense que l'université, ça va être toujours utile justement pour avoir un cadre et compagnons. Une certaine rigueur. Rigueur, un cadre où on te demande de rendre des choses. Où je pense que ça marche, et que apprendre... Et il y aura toujours des gens qui vont apprendre à faire des jeux vidéo tout seul, mais peut-être tu peux avoir une formation en université qui n'a rien à voir et ensuite apprendre à faire des jeux vidéo. Non, ma question venait surtout du fait que quand tu as des gens qui sont plus artistiques, écoute, à un moment donné, l'artisanat, ça prend pas non plus en classe. Puis, tu penses toujours à des gens qui ont réussi en informatique comme un Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. C'est tous des gens qui ont lâché l'université. Donc c'est pour ça. Non, c'est juste moi, j'ai pas appris la plupart des choses que j'ai appris, je les ai pas appris à l'école. Ça, c'est sûr. Dans mon école d'ingénieur, il y avait une base, mais c'était une école aussi où
il y avait une grande partie des gens qui sortaient sans vraiment savoir programmer et puis qui allaient faire plus des postes de management ou des choses comme ça. Ouais. Donc apprendre à programmer, c'est quelque chose d'assez spécial. Ouais. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment réussir à faire du texte qui va créer une mécanique, qui va créer un programme. Ouais. C'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire. Et faut vraiment être motivé pour casser les barrières psychologiques pour apprendre ça. C'est un peu comme les mathématiques ou les choses comme ça. C'est des choses qui demandent vraiment une façon assez spéciale de penser, en fait. Qui est très compliqué à casser la barrière du début, même si je pense maintenant il y a plus d'outils pour ça. Ouais. Donc vraiment c'est un sujet très vaste, la place de l'université. Mais oui, pour les entrepreneurs, et ça dépend. Peut-être entrepreneur, tu n'as peut-être pas forcément besoin, tu peux l'apprendre à l'école de la vie. Ça dépend aussi, ton tempérament, c'est vraiment quelque chose de tempérament et d'énergie. Il y a des gens qui ont plus d'énergie, qui ont beaucoup d'énergie. Je pense beaucoup de ces entrepreneurs-là, c'est les gens qui ont... On n'est pas égaux en termes de l'énergie qu'on a. Il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui arrivent à bosser énormément. Et il y en a, t'as besoin de beaucoup plus de reposer. C'est comme t'es, quoi. Mais clairement, ce que t'as fait, ça a fonctionné. T'as réussi à avoir du succès. Donc, non, c'est super. Et c'était pas j'ai pas pris un chemin tout tracé, là. J'ai fait j'ai suivi un peu ce que je pensais, mon instinct, et ce que je pensais était intéressant. Et j'ai eu de la chance aussi, parce que la Streets of Rage 4, c'était de la chance avec mon associé qui est en France, qui travaille chez le publisher. C'est vraiment une compagnie qui est vraiment montée. Beaucoup de coïncidences, et qui est vraiment pas standard, là, Guard Crush, la façon dont on a travaillé, mais ça a marché. Ça a marché. Donc écoute, mais on te souhaite beaucoup de succès quand même. Merci beaucoup. Dans tous tes projets. Puis écoute, si les gens veulent t'encourager, j'imagine, comment est-ce qu'ils peuvent aller se procurer ils peuvent jeux, regarder les jeux de Guard Crush, donc Streets of Rage 4 et Streets of Fury EX sur Steam. Donc Streets of Rage 4, c'est sur toutes les consoles. Et pour m'encourager, ça sera sur les prochains projets. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Tu nous gardes dans le mystère. J'essaye. Donc pour la suite, j'ai des projets avec Guard Crush. Je reprends aussi ma compagnie que j'ai créée avec ma compagne. Oui, et on monte ce projet, un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on travaillait justement, on a travaillé 2 ans dessus. J'ai eu la chance d'apercevoir. Tu l'as aperçu, je l'ai montré au MIGS, t'étais venu au MIGS. Une anecdote assez amusante, c'est que Christophe, t'étais venu au MIGS et t'étais habillé en comptable. J'étais le seul. T'étais le seul en costume cravate, et au bout d'un moment, t'as enlevé la cravate. J'ai clairement réalisé que j'étais pas au bon endroit. Que t'étais pas habillé comme il fallait, alors que moi, si j'arrivais habillé comme un développeur de jeux vidéo dans une firme comptable, tout le monde me regarderait, je sais pas. Et toi, c'était l'inverse, t'étais over-habillé pour le mix. Définitivement, j'étais l'épine Et donc, j'avais présenté ce jeu-là, Lost Amber, qui nous tient à cœur, qu'on a développé avec ma compagne. Et donc, j'essaie... Donc là, la suite, pour moi, ça va essayer d'être de recruter sur Guard Crush, d'essayer de créer une équipe sur Guard Crush pour pouvoir aussi faire en parallèle développer mon autre compagnie et puis faire Tu cherches des gens? Tu cherches des... Oui, je vais bientôt chercher des gens. Dès qu'on aura un contrat avec Guard Crush, je vais chercher un ou une autre programmeur. Donc si vous êtes programmeur en jeux vidéo, vous êtes intéressé, envoyez vos infos à Cyril. Pas tout de suite, j'ai pas encore le poste, mais suivez Guard Crush sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Je posterai l'offre. Parfait. Je posterai l'offre d'emploi. Et donc voilà, donc c'est à partir de succès-là, on va voir comment je veux grossir. Je veux pas trop grossir, je veux pas faire des choses énormes, mais je veux faire des choses bien. Voilà. C'est super. Merci beaucoup pour ton temps, Cyril. Merci à vous. C'était super intéressant. Puis j'imagine qu'il va falloir que tu reviennes sur le podcast quand tu vas avoir des nouveaux projets qui sortent. Oui, bonne chance pour la suite du podcast. Merci.